Bonjour à tous, chers auditeurs, ravis de se retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit un serial entrepreneur qui a fait ses preuves et possède une excellente connaissance de la food. Après avoir lancé sa propre marque de dessert à Londres, piloté l'expansion de Deliveroo en France et cofondé Taster, pionnier de la food delivery digitale, Anton Soulier s'attaque maintenant à un nouveau défi, révolutionner la gestion financière des réseaux de franchise avec Alpagap. Salut Anton. Bonjour. Et avec nous, on a Alexandra de chez Daphne. Salut Alex. Bonjour à tous. Alex, tu regardes particulièrement les sujets commerce et food. Exactement. Alors, avant de plonger dans ton parcours et dans cette nouvelle aventure qui est Alpagap, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous retracer un peu ton parcours, ton enfance, ton parcours scolaire, professionnel et un peu nous dire comment tes potes te définiraient? Moi j'ai fait une prépa école de commerce, donc très classique. Et j'ai commencé ma carrière en finance, donc chez KPMG. J'étais en transaction services. Et en fait, c'est vraiment au cours d'une mission chez KPMG que je suis tombé amoureux en fait d'un projet food. C'était un projet pour Danone à l'époque. Et en fait, je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux vraiment continuer ma carrière dans ce secteur. C'est ce qui m'a vraiment donné l'envie en fait de finalement quitter KPMG après 3 ans et lancer ma première expérience entrepreneuriale dans la food. C'était à l'époque, j'étais fan de compotes, de desserts, de yaourts, etc. Et en fait, je voulais un petit peu révolutionner en fait les. T'es plutôt team sucré que salé, Voilà, du coup. exactement. Et je voulais un peu révolutionner ou en tout cas amener un petit peu la tendance des compotes pour adultes qu'on peut trouver en France au UK. Donc j'ai décidé de lancer à Londres il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait ça pendant à peu près un an et demi. Je me suis rendu compte que lancer une marque de food, c'est très compliqué, surtout quand on est solo et qu'on n'a pas forcément d'expérience. J'avais pas forcément de connaissances de levée de fonds, d'investisseurs, etc. Et du coup, j'ai quand même réussi à commercialiser le produit. Donc, j'avais une marque qui était en vente dans beaucoup de supermarchés un peu bio, trendy à Londres. Mais C'était quel type de compote? C'était des compotes bio qui étaient avec des goûts mangue, passion et qui étaient fabriquées en France à côté de Nantes, donc hyper quali, sans sucre ajouté, etc. Et qui étaient vendues dans un packaging assez premium, etc. Donc c'était vraiment un dessert un peu premium, healthy et qualitatif. Et en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était très compliqué. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de découvrir un petit peu l'écosystème food à Londres. Il faut savoir que Londres, je dis toujours, c'est un petit peu la Champions League de la food. Donc, il y a énormément de gros success stories qui ont été créés à Londres. Et j'ai eu la chance, en fait, de découvrir l'équipe de Deliveroo, en fait, au tout début de l'aventure, quand ça se crée. Donc, je m'étais laissé à peu près un an et demi pour voir si mon projet de compote marchait ou pas. Je me suis aperçu que ça allait être difficile et finalement j'ai décidé de rejoindre le projet parce que j'ai adoré le concept. Il y avait déjà une traction assez forte. Et sur ce projet, t'étais solo? J'étais solo, exactement. Okay. Donc Intense. j'étais solo, donc c'était assez intense. Et en fait, donc rejoindre Deliveroo, évidemment, ça a été un énorme accélérateur parce que quand j'ai rejoint, on était une dizaine. Évidemment, on sait ce que Deliveroo est devenu. J'ai lancé pas mal de zones en fait dans Londres. En fait, on était en pleine expansion déjà, mais on n'avait pas lancé d'autres villes ou d'autres pays. Et à un moment donné, on m'a demandé en fait de retourner à Paris pour finalement accompagner le lancement de Deliveroo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 2-3 personnes à Paris avec une page blanche pour vraiment en fait concevoir le playbook de Deliveroo en France. Finalement, on avait lancé à l'époque la France et l'Allemagne et on s'était dit, bon, on ne sait pas si les Français vont finalement commander en ligne, etc. Et en fait, ça a explosé. Et du coup, finalement, je suis resté 3 ans en France. Je suis devenu directeur général adjoint France et je me suis occupé de beaucoup d'expansions. J'ai travaillé avec beaucoup de restaurateurs, évidemment. Et c'est ce qui a aussi encore plus renforcé ma passion, on va dire, pour la restauration et la food. Et ces années de Deliveroo, là, on est en quelle année et où en est le secteur de la livraison, les Uber Eats et tout? C'était 2000. Nous, quand on a lancé la France, c'était en 2015. Okay. Donc, il y avait d'autres concurrents. Il y avait Foodora, il y avait Take It, etc. Ça restait les débuts quand même. Le début, il n'y avait pas encore Uber. Donc, en fait, on a vécu l'arrivée d'Uber, qui était évidemment un gros concurrent.
Donc c'était très intense, mais aussi hyper intéressant parce que du coup, on a Et se énormément challenger. appris avec l'équipe qui a finalement lancé Deliveroo en France. Et c'est quoi les différentes étapes à franchir pour scaler dans ce genre de modèle? C'est nous, en fait, et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment beaucoup aimé le modèle de Deliveroo. C'est vraiment la supply qui va, sur une marketplace, ça va être vraiment la supply qui va faire la différence. Donc la capacité en fait à lister les restaurants que tout le monde veut en fait. Et c'est vrai que quand on pense à la livraison de food il y a, je sais pas, 15-20 ans, c'était que des pizzas moyennes, on va dire, ou alors des plats pas forcément hyper qualitatifs. Et du coup, en fait, la livraison, c'était quasiment un peu du dépannage. Quand on était un dimanche soir, je sais pas, on n'avait rien dans son frigo. Ouais. On se disait, voilà, je vais faire un peu une croix sur la qualité. Mais bon, voilà, je vais commander quelque chose, etc. En fait, ce que j'ai vraiment aimé avec Deliveroo et ce qui a fait la différence dans ce game, c'est d'être capable de commencer à signer des restaurants beaucoup plus excitants en fait. Je m'en rappelle, on avait travaillé à l'époque avec Big Fernand qui était la marque hyper trendy. On avait beaucoup de restaurants indépendants mais hyper quali, asiatiques. Il y avait une grosse tendance asiatique à l'époque, le petit Cambodge, enfin voilà, toute cette gamme de restaurants en fait qui n'avaient pas forcément l'habitude de faire de la livraison. Et ça, c'était le plus important en fait pour scaler. Et ensuite, la qualité. Moi, ce que j'ai appris énormément chez Deliveroo, c'est on a évidemment dépensé beaucoup en marketing, mais derrière, l'expérience client c'était une obsession en fait pour nous. Et l'obsession, c'était le temps de préparation, le temps de livraison, le temps de préparation des restaurants, être capable en fait de livrer une expérience en moins de 30 minutes. Et en fait, la barre était très très haute et du coup, voilà, on a énormément travaillé, que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'opérationnel, pour vraiment s'assurer que on a une expérience qui soit excellente, pour faire en sorte évidemment que le client revienne, etc. Donc la rigueur et la qualité, l'excellence opérationnelle, on va dire que c'est chez Deliveroo que je l'ai apprise. Et ensuite, le chapitre d'après, c'était Taster. En fait, j'ai eu envie. En fait, je touchais au milieu de la restauration et de la food sans vraiment en fait le faire moi-même. Et je me suis, mon rêve, c'était d'être capable en fait de lancer des marques de restauration de food. Mais en fait, moi, j'étais plus intéressé par la création de marques, par la création des menus que par, on va dire, le côté hospitalité ou real estate en fait de la restauration. Okay. Et en fait, le modèle, alors j'aime pas du tout le terme, mais c'est vrai qu'à l'époque ça n'existait pas, mais un peu dark kitchen, cloud kitchen, était intéressant parce qu'en fait, l'idée c'était de se concentrer là où c'était le plus intéressant. Comme je dis, création de menus, création de marque, le playbook opérationnel, de la tech, de la supply chain, et en fait être capable de déployer en fait des points de vente très rapidement. Donc ça, c'est ça j'ai trouvé intéressant avec ce modèle. Et on a été j'étais les pionniers en France. Et en fait, j'ai décidé donc de quitter Deliveroo et de lancer Taster, et notamment une première marque de cuisine vietnamienne en 2017. Et en fait, ce qui était génial à cette époque, c'est que le fondateur de Deliveroo a cru en moi. Il a investi dans mon projet au début. Et en fait, ça a fait effet boule de neige. Après, il y a beaucoup d'autres investisseurs de Deliveroo qui ont investi chez Taster, et en fait ça a pas mal aidé aussi à lancer la machine. Et quand tu étais chez Deliveroo, tu savais que la prochaine étape elle allait être entrepreneuriale et que tu allais monter un truc? Pas forcément, j'avais toujours évidemment ça en tête, mais en fait à un moment donné, quand j'ai quitté Deliveroo, en tout cas quand j'ai commencé à me poser la question de faire autre chose, on était presque plus de 1000 personnes. Avec beaucoup de process, beaucoup, on va dire, de politique interne, ce qui est normal dans ce type d'entreprise. Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une trentaine d'années. Et en fait, je me suis dit, je trouve que c'est pour l'instant pas forcément ce qui m'intéresse. Et j'ai encore envie de construire. J'aime bien les projets quand même early stage. Et c'est là où je me suis dit, je me reconnais plus forcément dans ce... Plus la même dimension. C'est plus la même dimension. Et en fait, c'est là où je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Et aussi, je sais pas si j'avais le nez creux, mais en fait, je voyais déjà qu'il y avait certains restaurants qui faisaient 60, 70, 80% de leur chiffre d'affaires en livraison. Et en fait, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose. Il y a quelque chose à faire, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens en fait, d'opérer un restaurant de manière traditionnelle quand finalement on fait 80% du chiffre d'affaires.
et qu'en plus, on le fait pas forcément très bien. Ça, c'était aussi Enfin voilà, faut se rappeler qu'il y a 5-10 ans, la livraison, c'était enfin voilà, c'était un revenu additionnel pour les restaurants. Donc on va dire qu'ils mettaient pas forcément l'énergie ou la qualité on va dire dans l'expérience client. Et c'est là où je me suis dit, bah, si en fait on se concentre vraiment là-dessus et qu'on le fait très bien, bah, il y a une énorme opportunité. Donc c'était le côté opportunité, envie. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivé. Et donc là, tu déménages à Londres pour lancer Taster. On a décidé de lancer en France parce que bon, déjà on était sur place, c'était plus facile, mais avec l'ambition d'aller à Londres quand même très rapidement. Donc moi j'ai fait à peu près 1 an et demi en France, on a lancé plusieurs points de vente. Et ensuite, je suis reparti à Londres en 2019 pour accompagner du coup le lancement de Taster au UK. Et il y a eu un autre moment, on va dire, très important dans la vie de Taster, c'est qu'on a commencé on avait déjà créé des marques, on avait déjà créé entre guillemets un modèle opérationnel, une tech, une supply chain, mais en fait on opérait nous-mêmes. Donc on avait nous-mêmes à recruter les chefs, à trouver les emplacements. Et en fait j'ai beaucoup, on va dire, disséqué le modèle de la franchise. J'ai parlé avec beaucoup de gens de chez Domino's, alors on aime ou on n'aime pas les pizzas Domino's, mais en tout cas le modèle opérationnel est hyper huilé et hyper intéressant. J'ai parlé avec des gens de chez Burger King, de chez McDonald's, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que Taster, dans son modèle, c'est très intéressant comme modèle à franchiser. Et ça va nous permettre, nous, de nous concentrer sur ce qu'on sait faire très bien. Encore une fois, créer des marques de la tech et laisser en fait des entrepreneurs locaux opérer et en fait opérer les marques. Et ça, c'était un changement fondamental aussi on va dire, dans la vie de Taster, parce qu'on est passé d'un modèle B2C à un modèle B2B2C. En fait, finalement, nos clients n'étaient plus uniquement les consommateurs, on va dire, qui vont sur les plateformes de livraison pour commander. En fait, ça devenait des entrepreneurs qui achetaient finalement le playbook de Taster, les marques, le droit d'opérer les marques. Et du coup, ça a été forcément un gros changement dans nos contrats, dans notre tech, dans tout. Mais par contre, ça a été une décision qui nous a permis de scaler très très vite. Et on est passé de 5 ou 6 points de vente, on va dire, à aujourd'hui à peu près 150 points de vente en 4 ans à peu près. Donc c'est que ça a vraiment... Et au lancement, au reveal un peu public, vous aviez déjà plusieurs marques dispo? Alors Taster, ça a toujours été, on va dire, une house of brands. On est, bon, en toute humilité, un peu comme LVMH, je dirais, qui a plusieurs sous-marques. Les gens, en tout cas les consommateurs, connaissent Taster, mais on va dire que c'est pas avec Taster qu'ils ont le plus d'affinité. Ça va être en fait avec les marques de restaurants qui sont en dessous. Et comment ça se passe justement le lancement d'une nouvelle marque en termes d'idéation et opérationnellement, etc. Alors ça, c'est aussi, on va dire que le Covid a fait que un peu ce qu'on avait d'unique chez Taster, qui était d'être capable de créer des marques hyper quali, de créer tout un environnement autour de la marque avec potentiellement une expérience client très spécifique, etc. Finalement, tout le monde s'y est mis pendant le Covid. Finalement, tout le monde devait faire de la livraison. Ouais. Et la qualité, et honnêtement, c'est tant mieux pour le consommateur, c'est énormément amélioré. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à être approché à ce moment-là par des gros influenceurs créateurs qui nous ont dit nous, on a une grosse communauté qu'on a construite autour de YouTube depuis des années, etc., notamment des influenceurs foodies. Hein. Et en fait, ils nous ont dit, plusieurs nous ont dit, un de nos rêves, c'est potentiellement de lancer un restaurant idéalement digital et en fait d'être capable justement de le déployer très rapidement en France, parce que notre communauté, elle est pas forcément qu'à Paris, elle est à Marseille, elle est à Lyon, elle est à Nice, etc. Et en fait, ça a été un moment où on s'est dit, allez, on va le tenter. Et on a créé une marque avec Fast Good Cuisine qui est un créateur qui a des millions de followers très, très français, franco-français, mais qui sont extrêmement fidèles depuis des années. Et on a décidé de co-créer une marque avec lui qui est Pepe Chicken, et aujourd'hui qui est une de nos grosses marques dans notre portfolio et qui a explosé tous les compteurs. Du coup, quand on a lancé, en fait, ce qui a été intéressant, c'est que d'une certaine manière, on a
sous-traiter le marketing en fait à ces créateurs qui ont en fait beaucoup plus d'authenticité que si nous on crée une marque et qui pourrait... C'est bien plus facile de la lancer. Voilà, bien plus facile. T'as un lien très fort avec la communauté. Exactement. Et ce qui est important, c'est le côté authentique, c'est le côté... il y a une vraie histoire aussi qui était son histoire aussi. Et on a co-créé le menu ensemble, on a créé des menus, etc. Et aujourd'hui, c'est un peu le fil rouge de Taster. C'est en fait de sourcer des créateurs un peu partout en Europe, parce qu'aujourd'hui on est aussi au UK, et là on a créé une marque qui cartonne aussi avec justement des TikTokers qui avaient créé une marque via en fait un food truck à Liverpool, et on a réussi à créer une joint venture ensemble, et c'est un petit peu le même modèle. Aujourd'hui c'est une marque qu'on est en train de scaler au UK, on est en Belgique, on est en Hollande, donc c'est vraiment notre modèle aujourd'hui, d'aller faire ces partenariats avec ces créateurs. Et nous, on a toute la machine opérationnelle et on s'appuie sur ce réseau finalement de franchisés. Trop bien. Et maintenant, il y a le nouveau chapitre Alpacap qui commence. Tu peux nous en dire 2 mots ? Du coup, j'ai évidemment travaillé avec énormément de franchisés chez Taster. J'ai découvert ce monde qui, en fait, que je ne connaissais pas du tout évidemment avant Taster, mais je me suis rendu compte que c'était un énorme business model qui est extrêmement développé aux US notamment, aujourd'hui qui est en explosion complète en France, mais qui est en fait assez méconnu. Et en fait, du coup, c'est un modèle en fait qui fonctionne de la manière suivante. On va dire qu'il y a une entreprise qui détient une marque, ou en tout cas un concept qui a déjà été prouvé, qui cartonne, qui est rentable. Et de l'autre côté, on a un entrepreneur local qui va dire moi, je vais prendre la licence de cette marque, je vais prendre ce business model et je vais en fait l'opérer dans ma ville. Et en fait, moi, je vais me concentrer sur trouver une location, trouver du staff. Et en fait, c'est hyper intéressant pour les deux parties. Pour la marque, ça va lui permettre d'aller beaucoup plus vite dans l'expansion. Et notamment de pouvoir gérer la qualité quand on est loin géographiquement, parce que forcément c'est difficile de pouvoir contrôler tout quand on est, par exemple quand on a notre siège à Paris et qu'on doit lancer à Marseille. Et en fait pour l'entrepreneur local, le franchisé, lui il a un modèle qui est clé en main. Donc normalement quand il va investir dans ce concept, il est censé récupérer, en fait s'il l'opère selon les règles, il est censé récupérer un EBITDA qui est déjà connu d'avance, etc. Donc c'est un modèle qui a fonctionné, qui fonctionne très bien. Et en fait, la manière dont les marques qui détiennent les franchises sont capables de faire ça, c'est grâce à des économies d'échelle, grâce aussi à un marketing qui est très huilé, etc. Donc en fait, c'est un modèle qui est assez dérisqué. En revanche, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de promesses faites autour de la rentabilité de ces modèles, etc. Et en fait, quand j'en commençais à en parler avec que ce soit des franchisés Taster ou d'autres franchisés qui cherchaient ou qui opéraient d'autres marques, en fait, personne n'a vraiment de compréhension claire en fait, de vraiment si le modèle est rentable ou pas. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que pour la quasi-totalité des opérateurs de franchise, ou que ce soit des opérateurs en franchise ou des restaurants indépendants, en fait, ils ne regardent absolument pas la rentabilité. Ils regardent que la top line. En fait, ils disent « Ok, j'ai du chiffre d'affaires, j'ai de l'argent, grosso modo, en banque. Bon, pour l'instant, ça va. » Et en fait, généralement, il peut y avoir quand même des problèmes au fur et à mesure du temps. Il y en a en fait qui ne s'étaient pas rendu compte que il y avait des coûts qui étaient cachés pour beaucoup de raisons. Et en fait, finalement, pour moi, dans mon évolution en tant qu'entrepreneur, c'était presque la dernière partie de la fusée. C'était en fait d'aider finalement ces franchisés, ces restaurateurs à comprendre en fait leurs finances, à gérer leurs finances de manière beaucoup plus claire. Et en fait, de les aider finalement, grâce à cette compréhension de leurs finances, finalement à scaler encore beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand on commence à comprendre sa rentabilité, à comprendre son PNL, en fait, on est capable derrière d'avoir des financements beaucoup plus facilement, de se développer beaucoup plus facilement, etc. Et en fait, les entrepreneurs, encore une fois en franchise ou pas, qui ont compris ça, ils peuvent être extrêmement successful. Un des cas les plus connus, c'est Groupe Bertrand, qui est finalement un master franchisé. Donc typiquement, c'est un groupe qui opère des marques existantes. Une des marques les plus connues qu'ils opèrent, c'est Burger King. Donc là, on parle d'énormes groupes, mais ils ont commencé effectivement par identifier des marques qui marchaient très bien, comprendre,
c'est un peu un métier de centimier, donc être vraiment obsédé par la rentabilité et les l'EBITDA, et ensuite d'être capable de réinvestir, en fait, de créer une sorte d'empire. Et il y en a énormément comme ça. Enfin voilà, il y a Amrest aussi dans les pays de l'Est. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi multi-site operators en France qui détiennent 10, 20, 30, 50, 100 en fait, établissements qui sont tous en franchise. Et généralement, ces gens-là, ce sont des gens qui sont obsédés par la rentabilité. Donc voilà, mon idée, c'était en fait de proposer un SaaS financier très simple d'utilisation, parce qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas des profils qui ont forcément des CFO ou des grosses équipes financières, et en fait, de leur mettre dans les mains un outil en fait, qui soit capable très facilement en fait, de leur donner de la visibilité sur leur marge et sur leur bottom line. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'AlpaCap. Et en fait, là, on parle vraiment de management accounting. Donc, ce n'est pas de l'accounting, ce n'est pas forcément que de la TVA ou des choses comme ça, mais c'est vraiment de donner de la visibilité sur plus la partie opérationnelle et rentabilité. Donc ça, c'est la dernière partie de la fusée, je dirais. Ok, et on parle beaucoup de foot depuis tout à l'heure, mais la franchise, elle s'applique à plein d'industries. Le but, c'est d'aller aussi sur le sport, la santé, l'hôtellerie, etc. Alors, nous, c'est une question qu'on s'est pas mal posée au début. Disons qu'au sein de la franchise, la restauration et ce qu'on appelle les QSR, Quick Selling Restaurants, ça reste quand même la plus grosse catégorie et de loin. Et du coup, en fait, est la plus complexe aussi finalement à gérer, parce qu'en fait, dans la restauration, il y a du staff évidemment, il y a de la supply chain, il y a des stocks, il y a des produits périssables. Donc finalement, en fait, c'est quelque chose qui est assez compliqué en fait à gérer quand on est restaurateur. Et donc on s'est dit c'est là où il y a la plus grosse opportunité et le plus gros pain point. Donc aujourd'hui, en fait, on a décidé de s'attaquer à la restauration, d'être vraiment les meilleurs sur cette partie qui est, on va dire, la plus importante en termes de taille de marché. Et là où il y a le besoin, on va dire, le plus pressant. Et on a décidé aussi, finalement, et c'était le cas aussi à Londres, parce qu'on a commencé à faire rentrer des design partners, c'est aussi de faire rentrer des petits groupes aussi de restaurants qui ne sont pas forcément en franchise. Comme je le disais, il y a des pays qui sont plus ou moins matures en termes de franchise. Mais en fait, aujourd'hui, finalement, on se ferme la porte à rien. On reste vraiment sur tous les types super ouvert. Voilà, super ouvert. Et même pour des restaurateurs indépendants potentiellement qui auraient justement l'envie de s'éduquer aussi sur cette partie gestion financière. Dans un second temps, on verra. Je pense qu'il faut se fermer à rien. Nous, on crée vraiment un produit qui est simple d'utilisation, flexible. On veut vraiment être très très crédible sur ce segment et potentiellement derrière aller sur d'autres types de marchés. On est assez inspiré aussi par des players de POS qui sont par exemple Toast, qui est à la base spécialisé dans la restauration, mais qui a commencé notamment à faire de l'hôtellerie, à faire d'autres types en fait, de verticales. Parce que voilà, aujourd'hui, ils ont quand même beaucoup couvert la restauration, mais en fait, vu qu'ils ont déjà cette expertise, ils sont capables en fait de se diversifier. Mais voilà, l'idée, c'est quand même d'être très crédible déjà sur cette verticale. Okay, et tu disais tout à l'heure que un franchisé est pas forcément CFO ou a pas forcément des notions énormes. Dans le cas où financièrement il est mal, à quel point les franchisés entre eux doivent se soutenir, ou est-ce que ça c'est vraiment le propre d'une coopérative plus ? Alors, c'est une bonne question. Généralement, en fait, au sein d'un réseau, et c'est aussi l'ambition d'AlpaCap, c'est d'être capable en fait, de donner de l'information globale, de se dire, en fait, déjà, moi, où est-ce que je me situe ? Est-ce que je suis le seul, finalement, à être en difficulté ? Comment font mes pairs, en fait ? Et en fait, avoir justement accès à cette information, ça permet de se dire, voilà, le standard, en fait, dans mon réseau, il est, je dis n'importe quoi, mon pourcentage de staff cost, il est à 20% par exemple. Si moi je suis à 40%, je peux me dire tiens, il y a un problème. Mais en fait souvent, même au sein des réseaux, il y a très peu de transparence. Donc en fait ils sont souvent entre guillemets livrés à eux-mêmes et ils savent pas en fait comment se comparer. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'être capable derrière, grâce à la data, de proposer des benchmarks qui vont les aider en fait à se positionner.
et ensuite aller vers leurs franchiseurs ou d'autres franchisés et de leur dire, bah voilà, partager les best practices, comment tu as fait, comment tu peux m'aider potentiellement à réduire mon staff cost. Et en fait, moi, je pense que la transparence financière permet en fait d'être juste beaucoup plus, d'améliorer finalement sa rentabilité. Et à quel point un franchisé j'imagine qu'il a un playbook un peu à suivre, mais à quel point il a des libertés pour mettre en place telle ou telle chose? Alors, nous, on a une approche aujourd'hui qui est double. C'est qu'en fait, de plus en plus, on a des discussions avec des franchisés et pas forcément avec des franchiseurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a des franchisés qui font partie de gros réseaux que je ne citerai pas, mais qui sont connus, etc. Et qui nous disent, bah voilà, je suis intéressé par Alpacap, il y a d'autres franchises du réseau qui seraient intéressés. Et en fait, ils sont intéressés pour le mettre en place dans leur propre restaurant. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que pour nous, c'est une approche qui est à la fois top-down. Donc, on peut imaginer demain, effectivement, un franchiseur qui va pousser la solution au sein de son réseau, mais aussi bottom-up, où en fait, on va avoir effectivement un franchisé qui va tester la solution. Et quasiment pour nous, si le franchisé est conquis, on va dire, en fait, c'est déjà gagné presque, parce que lui, il va être capable derrière, en fait, finalement, un effet de réseau, de réseau extrêmement puissant, en fait. Et en fait, ça se passe très souvent comme ça, même dans les réseaux établis. C'est finalement les franchisés qui sont aussi précurseurs, et en tout cas qui font que voilà, ils testent différents SaaS, et en fait, c'est souvent eux qui poussent une solution. Et en fait, souvent, le franchiseur prend la solution qui a été adoptée par la majorité des franchisés. Ouais. Ok, canon. Là, c'est un peu les débuts d'Alpacap. Quels sont les projets court terme et puis plus long terme là pour les mois et années à venir Est-ce que vous recrutez déjà? C'est peut-être le bon moment. Là, on est en phase de. Donc, on a eu, on va dire plusieurs phases. On a eu une phase vraiment de recherche. Ouais. On a vraiment passé beaucoup de temps à discuter avec des utilisateurs, des potentiels consommateurs. On a fait pas mal d'ajustements aussi dans notre vision de produit. On a fait déjà des pilotes pour vraiment s'assurer qu'il y avait un besoin, qu'il y avait des retours concrets de users. Aujourd'hui, on est en pleine phase de build. Donc en fait, on est vraiment en train de recruter, et on a déjà une équipe d'ingénieurs, mais on va recruter de plus en plus d'ingénieurs. C'est notre coût principal aujourd'hui, c'est vraiment là où on recrute. Pour vraiment s'assurer que le produit soit world class. Donc ouais, on est en train de recruter, on va recruter. On a la chance d'avoir des super fonds aussi autour de la table. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'aller très vite, en fait, de prendre ce marché. Encore une fois, avec une qualité de produit qui soit élevée. Mais pour ça, c'est principalement des ingénieurs. Donc oui, on va recruter beaucoup. À bon entendeur. Ouais. Voilà. Et en termes de go-to-market, toi, tu as toujours été un peu entre la France et le UK. Comment tu vois les choses sur les pays à adresser, dans quel ordre? Je pense que nous, on a une ambition qui est globale depuis le premier jour. Je pense que c'est hyper important. Donc, moi, je suis basé à Londres et c'est hyper important je pense, de créer une identité de marque, une approche qui soit anglo-saxonne, si on a vraiment cette ambition. Ouais. Et c'est pour ça que c'était très important, encore une fois, d'être basé à Londres, de pouvoir lancer au UK. Néanmoins, pour nous, il y a une énorme opportunité en France, parce que déjà, on a énormément de réseaux, etc. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur déjà ces deux pays. L'avantage qu'on a, on va dire, c'est qu'on on fait appel à une technologie qui s'appelle Open Banking, qui est en fait l'accès à de la data bancaire pour être capable justement de calculer et de mettre en place ces PNL, qui est accessible au UK comme en France. Donc là, il n'y a pas vraiment de contraintes. On a aussi, on récupère la data de POS Systems aussi, qui sont souvent les mêmes au UK et en France. Donc il n'y a pas vraiment de complexité technique. Il n'y a pas de spécificité qui nécessite. Voilà, il n'y a pas de spécificité. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur ces deux marchés assez rapidement. Et ensuite, de construire un produit qui soit scalable très rapidement dans d'autres pays, que ce soit anglo-saxon ou pas. Et en fait, nous, on s'attaque à un marché principalement des chaînes qui sont souvent par définition multi-country de toute façon. Donc de toute façon, on sait qu'on aura cette demande extrêmement rapidement
potentiellement d'un gros réseau, d'une grosse chaîne qui va nous dire voilà, on est au UK, on est en France et on est aussi aux US par exemple. Donc on doit être capable très rapidement dans notre roadmap produit et dans notre approche de se dire voilà, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir lancer aux US. Et je sais que les US c'est un peu le buzzword en ce moment, mais c'est vrai que pour nous particulièrement dans notre modèle et dans notre marché, les US c'est un énorme, enfin voilà, c'est 10 fois la taille de la France ou du UK, donc de toute façon c'est des marchés qui sont très stratégiques pour nous. Ouais, trop bien. Hyper intéressant, on vous souhaite beaucoup de réussite. Et peut-être un mot sur ta vision long terme avec Alpacap. Pour moi, que ce soit avec Taster ou avec Alpacap, j'ai toujours beaucoup d'ambition. Donc nous, on veut vraiment créer quelque chose qui soit, comme je l'ai dit, global. On a énormément d'ambition. On a aussi, je pense que j'ai beaucoup appris sur le go-to-market, que ce soit chez Deliveroo, que ce soit chez Taster. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tous les moyens possibles, encore une fois, pour aller très très vite. Et l'ambition, c'est vraiment de construire quelque chose de très très gros. Voilà, nous, on a, entre guillemets, en ligne de mire, ou en tout cas des types d'entreprises qui nous inspirent. Toast aux US, Olo, c'est que des marchés qui ont fait des IPO, etc. Moi, je connais notamment le fondateur de Olo parce qu'il était investisseur chez Taster, et c'est vrai que c'est ce type de business pour nous qui nous inspire. Donc voilà, une grosse ambition sur un marché qu'on connaît très très bien et sur un pain point aussi qui est réel. Voilà, donc c'est vraiment le maître mot, c'est global. Génial. Affaire à suivre. On a hâte de voir les prochaines étapes et Sur on est ravis de prendre part à l'aventure. Tout à fait. Et sur une note plus légère, on vient de parler de bouffe pendant 20 minutes. Là, il est presque midi, on a faim. Est-ce que tu as un resto à nous recommander à Londres ou à Paris ou ailleurs? Alors, moi, je suis investisseur dans un restaurant, donc je suis pas forcément Attention, c'est biaisé. Mais je suis un gros fan du groupe Bonalois, Colère. Je sais pas si tu connais. Ils ont ouvert un restaurant récemment. C'est dans le 11e, Colère, non? Alors, ils en ont un dans le 11e. Ils ont Orgueil, Colère. Ils en ont ouvert un nouveau, le Banquet, dans le 2e, donc pas loin d'ici. Il est très actif sur les réseaux, le chef. Très actif sur les réseaux, et je trouve que c'est honnêtement bien pricé. C'est bon, c'est rapide, donc quand je vais à Paris, généralement, c'est mon go-to. C'est le go-to, ok. Top, on ira tester, surtout celui du 2e, on n'a pas d'excuses. Ouais, voilà. Exact. Merci de nous avoir partagé tes savoirs, et on espère que les auditeurs ont apprécié cet échange. N'hésite pas à le partager si c'est le cas. Et on vous dit à très vite. Merci. Ciao. Au revoir.